Vous êtes-vous déjà demandé comment on organise un sauvetage d'otages à très haut risque, disons en Syrie, sans pour autant déclencher une guerre ouverte? Eh bien, la réponse se trouve dans une approche qui, en fait, change complètement la donne sur l'art de l'espionnage moderne. Ça nous prouve que les services secrets français, la DGSE, ne font pas que collecter des infos. Non, ils vont beaucoup plus loin. Ils manipulent carrément le cours de l'histoire dans l'ombre la plus totale. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. Bienvenue sur Strategic Labs. Si ce genre d'analyse tactique vous plaît, abonnez-vous. Alors, allons-y. Pour vraiment piger comment la France opère en coulisses, il faut d'abord comprendre sa doctrine fondamentale. C'est le principe qui est derrière absolument toutes ces opérations de renseignement, l'autonomie stratégique. Ce concept, qui a été cristallisé par Charles de Gaulle après les leçons, disons, assez amères de la Seconde Guerre mondiale, c'est littéralement l'ADN du renseignement français. Ça impose une exigence presque absolue d'être autonome, de se débrouiller seul dans tous les domaines, que ce soit pour trouver l'info ou pour passer à l'action. Mais attention, ce qui est super intéressant ici, c'est que cette philosophie, ce n'est pas de l'isolationnisme, pas du tout. L'idée, c'est de s'assurer que chaque décision stratégique prise par la France repose sur ses propres analyses, sans filtre, pour être certain que ces décisions servent uniquement, et j'insiste, les intérêts français. Voyons un peu comment ça se traduit sur le terrain. On attaque le premier pilier de la puissance française. C'est peut-être le plus classique, mais croyez-moi, c'est aussi le plus redoutable, le renseignement humain, ou HUMINT pour Human Intelligence. C'est un véritable art dans lequel la DGSE excelle. Et là, le point qui est absolument crucial, c'est que les agents de la DGSE ne sont pas là pour des missions de quelques semaines. Non, ils passent des années, parfois même des décennies, à se construire des couvertures ultra solides, à cultiver des contacts. Ils s'immergent complètement, ils apprennent les dialectes, ils comprennent les jeux de pouvoir locaux. Ça leur donne une finesse d'analyse, une nuance que la technologie seule ne pourra jamais égaler. En gros, ils n'ont pas juste le quoi, ils ont aussi le pourquoi. Mais si le renseignement humain est le cœur du réacteur, la technologie, elle, en est le système nerveux. C'est ce qui démultiplie sa puissance. Et ça, c'est notre deuxième pilier, une fusion redoutable entre l'espionnage à l'ancienne et les technologies de pointe. Vous voyez, la DGSE ne jette pas les vieilles méthodes. Au contraire, elle les fusionne avec les nouvelles. Un informateur sur le terrain va être confirmé en temps réel par un micro-drone quasi invisible. Une infiltration physique va être préparée par une cyberattaque qui neutralise les alarmes. C'est cette approche hybride qui rend leurs opérations si difficiles à anticiper et à contrer. Cet arsenal, il donne un avantage qui est tout simplement décisif. On parle de la capacité de lancer des cyberattaques ultra ciblées pour voler des données, de surveiller des camps d'entraînement au milieu du désert grâce aux satellites ou encore d'écouter ce qui se dit dans une ambassade ennemie. Chaque outil est une pièce du puzzle global. Et tout ça, tout ce travail de renseignement, ça nous amène au troisième et dernier pilier, celui où l'information se transforme en action directe. C'est le fer de lance, la force qui frappe dans l'ombre avec une précision chirurgicale. Le fameux service-action. C'est là que tout converge, le renseignement humain, la technologie, tout ça pour un seul objectif, mener des missions clandestines qui vont directement influencer l'échiquier géopolitique, loin des caméras et surtout sans laisser de traces diplomatiques. Et c'est là qu'on boucle la boucle, qu'on répond à notre question du début. Le sauvetage d'otages en Syrie en 2013, c'est l'exemple parfait de cette synergie. Tout a commencé avec du renseignement humain, des agents infiltrés qui ont trouvé les premières pistes. Ensuite, la surveillance technique, satellite, écoute, a confirmé chaque détail, l'endroit, le nombre de gardes, leurs habitudes. C'est seulement une fois que tout a été validé que le service-action est intervenu pour un raid éclair. Et enfin, l'exfiltration s'est faite dans le secret le plus total, ce qui a permis à la France de nier toute implication et d'éviter une crise diplomatique majeure. Chaque pilier a joué son rôle à la perfection. Forcément, tout ça nous laisse avec une question assez fondamentale pour notre époque. À quel moment une cyberopération qui paralyse un pays ou une action clandestine qui élimine un chef ennemi cesse d'être du renseignement pour devenir un acte de guerre? Honnêtement, la frontière est de plus en plus floue. Bon, ce n'est qu'un aperçu. Pour une analyse bien plus détaillée, retrouvez notre format long sur la chaîne. À la prochaine!